Salut mes petits meeples, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un petit jeu évolutif. Petit par sa taille, mais qui n'a rien à envier au plus grand. On part faire le tour de Clash of Deck. Fin du monde! Vous êtes sur l'archipel d'Eret en plein déséquilibre cataclysmique. Les îles de l'archipel sont en train de disparaître, englouties par les eaux. Ces îles, reliées par des ponts, servant autrefois au commerce entre elles, sont désormais très convoitées. Vous allez devoir vous battre et traverser les ponts afin de vous emparer des terres les plus hautes et des richesses de ces dernières. Clash of Deck est un jeu de cartes évolutif créé par Léandre Proust, édité chez Grams Éditions. Des 8 ans pour 2 joueurs, pour des parties d'une quinzaine de minutes à une demi-heure environ. C'est un jeu complet pour 3 € prix de vente conseillé, dans lequel il y aura tous les mois, pendant au moins 7 mois, une nouvelle extension autonome ajoutant de nouvelles mécaniques, stratégies et renouvelant l'expérience de jeu. Clash of Deck est un jeu de cartes qui rappelle Magic ou encore Hearthstone mélangé à Clash Royale, dans lequel 2 joueurs s'affrontent pour faire tomber le château fort de l'autre. La première chose à faire avant de jouer, c'est de découper et de mettre en forme son jeu. On reçoit un dépliant à 4 volets de très bonne qualité dans lequel on va devoir découper les 20 cartes, la boîte de jeu à assembler et la règle. Une fois cette étape faite, on est prêt pour commencer la partie. Le plateau de jeu de Clash of Deck est composé de 2 cartes-ponts qui forment 2 lignes dans lesquelles nos unités vont se placer. Le royaume du joueur A et celui du joueur B. Chacun possédera dans sa main 8 cartes unités draftées en début de partie, plus une tour de guet château fort. Cette carte devra être placée à l'extrémité gauche de sa main. Les joueurs jouent l'un après l'autre. Ils vont devoir invoquer des unités en payant leur coût de mana. Le mana est déterminé par le nombre total de cartes qu'on possède en main avant la phase d'invocation. Tour par tour, les unités d'un joueur vont attaquer l'unité qui leur fait face et infliger des dégâts en fonction de leur valeur d'attaque. Les unités possèdent des capacités spéciales, comme le bouclier qui réduit à 0 les dégâts de la première attaque, ou être aérienne, ce qui permet à une unité de ne pouvoir être ciblée que par celles qui ont la visée, etc. On commence toujours l'activation par la ligne du haut, de l'unité la plus proche du pont à la plus éloignée, puis la ligne d'en dessous de la même manière. Si l'unité subit plus de dégâts qu'elle n'a de points de vie, elle est détruite. A noter que les points de vie se régénèrent en fin de tour. Si un joueur lance une attaque et qu'aucune unité n'est disponible sur la ligne du pont devant lequel il se trouve, il attaque directement la tour de guet du joueur. À chaque dégât, le joueur déplace sa carte d'autant d'emplacement vers la droite. Une fois à l'extrémité droite de la main, on retourne la tour de guet sur la face château fort et on la replace tout à gauche. Si le château atteint l'extrémité droite de la main d'un joueur, ce joueur perd la partie. Mais sans plus attendre, je vais retrouver Alex, on va s'affronter autour de la table et vous montrer tout ça. Et c'est le moment de l'affrontement avec Alex. Salut! Je te propose donc de prendre ces petites cartes de Clash. On va devoir se les répartir dans une phase de draft. D'accord. Donc comme c'est un jeu à 2 joueurs, ça a été pensé pour 2 joueurs. Et on commence par mettre 4 cartes. Face visible. Tu es le premier joueur, tu vas choisir une carte. J'en choisis 2. D'accord. J'en choisis une. D'accord. On va avoir après 9 cartes en main avec notre tour de guet. D'accord. Notre tour de guet, c'est notre vie. Ok. Vas-y. Commençons déjà par prendre les cartes. Alors, donc je suis le premier. Je vais aller chercher le sorcier. D'accord. J'ai pas vu, il avait combien de... Ok. Alors moi, j'en prends 2. Parce qu'il faudra les remélanger avant de les... Ouais. Et je vais prendre le fantassin et chasseur. D'accord, donc je prends le jouteur. Je deviens la première joueuse. Je vais choisir... Enfin, la joueuse A du moins. Oui, voilà, c'est ça. Joueuse A, joueuse B. Je suis première à choisir. Voilà, ok. Et je vais choisir de prendre le petit dragonnet. Très bien, moi je vais aller chercher les 2 là. D'accord, ok. Donc à toi de choisir en premier. D'accord. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je vais aller chercher le lutin de givre. D'accord. Je sais pas si on voit bien. Je suis en train de regarder, moi, si on voit bien. Non, je vais prendre... Je suis en train de me demander si l'assassin sera plutôt sympa ou pas. Oui, donc parce que
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué en fait, mais donc les cartes ont certains capacités. pouvoirs. Voilà, ils ont des capacités qui sont décrites ici. Donc on va vous les lire parce que je pense pas que ça soit très lisible. Donc on a ici par exemple. Donc lui, c'est l'aérienne. Voilà, ça veut dire que c'est comme s'il avait une capacité de vol. C'est ça. Il est en vol et seules des capacités. Et celle d'à côté. Avec la portée. Voilà. C'est bien ça le nom de c'est la visée. La visée, voilà. Seules les unités avec la visée pourront attaquer les unités qui possèdent le vol. C'est ça. Après à côté on a la férocité. Ça va nous permettre de pouvoir attaquer tout de suite dès qu'on la met en jeu. Dès qu'elle est posée, Sinon, on ne peut pas attaquer. D'abord, on la pose en jeu et ensuite, elle attaque le prochain tour. Avec cette petite épée, c'est le splash. Donc celle-ci, elle fait... Vas-y, je te laisse expliquer. C'est quand on le met en... Alors, comme il y a 2 ponts, et ça fait 2 lignes. Donc, première ligne, deuxième ligne. On va poser des unités sur chacune des lignes. Et avec le splash, si je dis pas de bêtises, oui, le splash, c'est si vous attaquez l'unité qui est ici, vous pourrez attaquer en même temps l'unité, voilà, elle se répercute sur celle d'en dessous. Et la dernière sera la perforation qui permet en fait, si vous attaquez celle-là, vous attaquez également celle qui est derrière elle. Mais ça, on va les expliquer quand ça sera beaucoup plus visible une fois qu'on aura des unités sur la ligne. Ça. Après, c'est vrai que là, moi, j'ai du bouclier. Je suis en train de regarder aussi en termes de puissance d'attaque, qui est plutôt intéressant. Et de mana, la courbe de mana, parce que faut pas qu'elle soit trop élevée, trop basse. Ok. Et donc, c'est toi qui avais pris en premier. Donc là, je prends en première. Oui. Je vais prendre... Ouais. J'hésite. Le problème du mutant, c'est qu'il me coûtera 6 points de mana. Et l'avantage d'avoir des cartes avec pas trop de points de mana. Tout à fait. Alors, tu prends celui-là ? Ouais. Eh bien, moi, tu me laisses le bouton à la fin, c'est ça ? Non, je vais continuer. Tu le prends quand même ? C'est la seule unité, une des seules unités en gros. Oui, c'est vrai que toi, t'avais pris... J'ai privilégié une... Donc, ce qu'on fait maintenant, on met de côté la tour de guet qui se transformera en château fort lorsqu'elle aura atteint l'extrémité droite de notre main. Gauche, droite. Parce qu'elle part de la gauche et va vers la droite. Donc, on prend nos unités, on les mélange. Voilà. Hop, 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 parce que on a le droit de jouer que les unités, les 4 unités les plus à gauche de notre main. Donc voilà, ma courbe est faite. Je place donc la tour de guet dans ma main à gauche, et donc, hop, hop. Et comme j'ai été le joueur A tout à l'heure, c'est à moi de commencer. Alors, comment fonctionne un tour de Clash of Deck ? Je sens que je vais me tromper et je vais dire Clash of Clans ou des choses comme ça. Clash of Deck. Voilà, vous me corrigerez. Voilà. Donc, je peux jouer seulement les unités. Je vais essayer de bien les montrer. Voilà, regardez. Seulement une de ces 4 unités. Parce que on peut jouer seulement les 4 unités qui sont à cette... les 4 premières à gauche, À savoir qu'on passe par une phase où on compte le nombre de mana qu'on a en main. Le mana, c'est tout simple. C'est le nombre de cartes qu'on a en main, y compris la tour de guet. Donc actuellement, on a une main pleine, donc on a 9 cartes. Donc j'ai 9 mana. On passe par une phase d'invocation, donc sur laquelle on va invoquer les créatures qu'on a en main et qu'on va poser donc sur les 2 lignes des ponts. Et on passera par une phase d'assaut dans lesquelles les unités vont s'auto-gérer, puisque une fois qu'elles sont posées, on n'a plus la main dessus. Elles vont attaquer. Elles sont forcément en train d'attaquer ou alors de se défendre. Donc moi là j'ai 9 mana. Eh bien, je vais essayer quelque chose comme ça. Alors, pour 6, je pose. Donc il t'en reste plus que 3. Pour 1, je vais poser celle-là. Elle a la férocité. D'accord. Et celle-là. Donc, j'ai utilisé 8 de mana. Ok. Donc, voilà. Donc, à savoir, bien entendu, c'est là toute la stratégie, parce que comment on gagne à Clash of Deck, c'est en explosant le château du prochain joueur. Ouais. À savoir que, à chaque fois qu'on va se faire attaquer, personnellement, la tour de guet va se déplacer de plus en plus à droite, comme tu l'expliquais. Quand elle atteint l'extrémité droite, on la retourne, on la replace à gauche, le château, elle se transforme en château, et pareil, à chaque fois qu'on va reprendre des dégâts, il va repasser. C'est ça. Donc là, le principe aussi, c'est là tout le calcul du jeu aussi, c'est quand on va déposer des unités, on a de moins en moins de possibilités d'avoir de temps, de points de vie. C'est ça. Plus, donc, en fait, moins on a de cartes en main et plus c'est la tour qui va pouvoir bouger. Mais à savoir que pour attaquer la tour de guet ou le château fort, il faut attaquer donc le joueur. Par exemple, ici, tu n'as aucune défense. Je passe par une phase d'attaque, j'ai la portée. Donc ici, on voit que ma créature a 1 d'attaque et 1 de vie. Donc, mais comme donc là, je te mets, voilà,
un point d'attaque directement à toi parce que tu n'as personne pour défendre ta tour de guet. La tour de guet qui prend. Et donc, comme on a pu le voir, tu as déplacé la tour de 1 vers la droite. Voilà. Donc, mon tour est terminé. C'est à toi. Ok. Donc, j'ai 9 points de mana. Je vais prendre... Je suis en train de regarder parce que... Dis-moi si je peux peut-être t'aider. Non, mais pas dans du le tout. mauvais sens pour tricher, bien sûr. Non, pas du tout. Je crois quand même pas que je vais te laisser... Attention, on voit pas bien tes cartes. Je peux pas bien les voir. Hop. Tu peux pas bien les voir. Alors, j'ai des cartes qui ont le bouclier. Donc, à chaque tour, réduit à 0 les dégâts de la première attaque, donc cette unité est la cible. C'est lequel, excuse-moi? Le bouclier. Ah oui, le bouclier. Donc oui, la première attaque. Ouais, par exemple, là, le premier, le 1, il ne servira à rien. Exactement. Et j'ai aussi une avec le gel. Quand cette unité attaque une unité adverse, il la gèle. Ce tour-ci, n'importe quelle unité peut ignorer la défense d'une unité gelée et ainsi attaquer les unités suivantes ou attaquer le château fort. Parce que oui, quand on attaque, on est obligé d'attaquer la première unité qui est tout de suite proche du pont. C'est-à-dire que là, si tu en poses une là, tu peux pas m'attaquer le Tados. À moins de geler le mutant et ensuite tu peux attaquer le Tados. Sauf que le problème du mutant, c'est que il m'attaque de 6, mais tu as que 4 en défense. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose à savoir. Je vais poser... Je repense à Léandre qui disait que les parties duraient 15 minutes. Ouais, pas avec des joueuses comme toi, en fait. Oh, ça va, commence bien. Commence. Donc 3, 6, il te reste encore 3 de mana. J'hésite. Tu regardes pas? Non, je ne regarde pas. Je regarde la caméra là-bas et je vois toutes tes cartes. Non, elle est bien placée. Je vais éviter peut-être d'avoir indirectement. Alors ici, je n'attaque pas parce que je n'ai pas la férocité. Ouais, tout à fait. Par contre, ici, j'ai la férocité. Oui, tu t'attaques 1, tu perds 1. Et donc la carte, la carte n'est pas défaussée, elle retourne dans ma main le plus à droite possible. Ta phase d'attaque est terminée. Ouais. Je compte mon mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc 7 de mana et je peux donc invoquer une des 4 créatures. J'essaie de vous les montrer. Une des 4 créatures ici. Donc... J'ai pas bien vu. Ouais, non, toi tu n'es pas obligé de voir. Très bien, t'as voulu jouer comme ça. Eh ben, allons jouer comme ça. Pour 4, j'invoque celle-là. Ok. Qui a la férocité. Qui a la férocité, tout à fait. Donc j'ai dit j'ai 7 de mana. Oui, tout à fait. Non, t'as 4. Non, non. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et ce que je vais faire... Oui, je vais me la jouer comme ça. Je suis assez... Ah, là, le vol. Très compliqué, elle commence difficilement là. Il faut que j'arrive à battre ton vol. J'aurais pas dû les mettre dans ce sens-là, mais tant pis. Aïe. J'aurais vraiment pas dû... Pourquoi je les ai mis dans ce sens-là? Oui, j'ai vu que tu as mis ton bouclier derrière. Oui, très intelligemment. Bien sûr. Bah écoute, c'est pas grave. Bon, par contre, moi, il va falloir que je mette du vol de ce côté-là. Ah. C'est compliqué, mais ce n'est pas grave. Par contre, oui, je vais quand même pouvoir attaquer ton fantassin. Ouais. Parce que c'est ce qu'on avait vu justement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Elle a la férocité. Ok. J'ai donc utilisé tous mes points de mana dispo. Donc, à moins que 4 une et qui fasse 2, 1. 6. Non, je n'ai pas. Donc, phase d'assaut maintenant. Sur la phase d'assaut, en fait, je peux attaquer avec tous. Parce que les deux là que je viens de poser, ils ont la férocité, donc ils vont pouvoir attaquer. On commence donc toujours par la ligne du dessus et la ligne d'en dessous. Donc sur cette ligne du dessus, le mutant ici. Ici, je ne peux pas t'attaquer la gargouille. Pourquoi? Parce qu'elle est en vol. Yes. Comme elle est en vol, je n'ai pas la visée, donc je ne peux pas. Donc je passe à l'unité tout de suite après. Sur l'unité après, tu as le bouclier. Donc tu esquives ma première attaque. C'est ça. Donc, résultat... Là, je ne peux pas. Donc ensuite, cette unité, finalement, coup pour rien. Ici, 3, je peux attaquer. Ici, toujours pas, t'es en l'air. Ouais. Par contre, ici, ton bouclier a été activé. Celle-là est morte. Ouais. 3 et moi, j'ai qu'un seul de défense. Voilà. Donc il revient dans ma main. Par contre, il n'y a pas de surplus. Tu ne... Non, une fois que t'as... Ouais. Et ici, j'ai la férocité. Par contre, j'ai la visée. Ouais. Donc là, je te perds que 1. Ça ne change rien, je te la tue pas. Ici, j'ai la férocité, la visée, tout ce que tu veux, je te perds 2.
Et comme j'ai que 2 pour défendre, elle revient dans ma main. Exactement. Voilà. Okay. J'ai fait le ménage. Donc j'ai un mana de 8. Et je prendrai bien cette petite... Si vous voyez mes cartes, ouais. Je vous les montre. Vas-y, tu peux me montrer. Non. Cette petite mercenaire directement. D'accord, il te reste 4. C'est la même. Il me reste 4. Et est-ce que je mets celui-là ou celui-là? Sachant que là, a une force d'attaque. Voilà. Ou là, en défense. Et du coup, je vais mettre... Alors. Je vais mettre en hauteur. Il me reste... Bah, je sais. 6, 7, 8. Non, ça fera pas assez. Je vais mettre celui-là ici. Et donc, c'est combien de mana? Juste que je vois 2. Ah, 2. D'accord. Il te reste encore 2. C'est ça. D'accord. Et je ne peux rien poser. 5 d'attaque. Et là, le vol. Il fait mal, lui, pour un petit 2. Mais petit dragonnet, il est bien. Ouais. J'aime bien. Donc, tu es dans une phase d'assaut. Tu peux attaquer avec la gargouille. Pas la férocité. Mais tu as la gargouille. Ah oui, pardon. Donc les deux là ne peuvent pas attaquer parce que j'ai pas la férocité. Exactement. Par contre sur l'assaut, j'avais la gargouille de poser. Oui. La gargouille va pouvoir attaquer 4. Oui. Tu perds 4. Et ma créature est donc battue. Ton mutant s'en va. Ok. Voilà, et ceux-là reviennent ici. Voilà. Donc, j'ai 2, 4, 6 mana en main. 6 mana en main. Que vais-je placer? Il va falloir que je me défende quand même et que je regarde. Yes. On va se débarrasser un peu de ça. Donc, j'ai dit 6. Qu'est-ce que j'ai là? Pas mal celle-là, mais à côté de ça, il n'y en a que 1. Ouais. Je vais jouer le sorcier avec la férocité. D'accord. Voilà. Donc là, il me reste 2 de mana. Et je vais donc jouer lui, qui a également la férocité. D'accord. Je vérifie un temps. Excuse-moi. 3 là-bas, je te mettrai 3. Il lui restera donc 3. Puis, lui, il va attaquer la gargouille qui restera 1, qui lui attaquera la gargouille. Ok. Je n'arriverai pas à battre ton machin. Ouais, je vais te mettre ici. Ici. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc je passe à ma phase d'assaut. Je commence ici. Lui, je ne peux pas. Mais par contre, j'attaque ici. Je te perds 3. Ok. Il lui reste 3. Je passe ensuite à cette unité qui a la visée. Donc ici, je te perds 1. Il te reste 1. 3, okay. 1. Ok. Ici, férocité. Je peux attaquer la visée. Et de toute façon, ma gargouille est morte. La gargouille est morte. Parce que tu m'attaques avec celui-là et avec celui-là. Voilà. Et là, il me restait 3. Oui, et je te mets que 2 également, mais donc c'est ça. Donc pas assez pour m'attaquer. Exactement. Voilà. Donc ici, il y a la férocité. Je te mets 2. Ici, je peux. Voilà. Okay. Il est mort. Voilà. Et ici, férocité également. Je te mets 1. Un seul. Ok. Voilà. Tout simplement. Moi, ça m'arrange que tu m'aies rempli mes cartes. Ouais. Ça m'arrange. Parce que je vais poser mon gardien. D'accord. Donc, alors, je te redis juste, j'avais 2, 4, 6, 8. D'accord. Donc là, j'ai 1 point de mana. Oui. Et je vais faire... Pour le moment, la mettre ici. D'accord, très bien. Je... Passe à ta phase d'attaque. Passe à ma phase d'attaque avec la mercenaire. J'attaque de 2. Ici. Tu perds 1. Oui, et tu attaques l'unité en dessous. C'est ça, j'attaque de 2. Tu perds 2. Tu t'en vas. Ok. Hop. Très bien, merci de me remettre un peu de mana dans les pattes. Ouais, bah, cool. Ça arrange aussi de recevoir du mana. Voilà. Donc, eh bien, très sympa. J'ai 6 de mana. Je vais pas m'embêter. Je vais repose mon mutant. Tout de suite reposer le mutant. Voilà, tout simplement. Donc, phase d'attaque. Oui. Donc, ici, je te perds 1. Ici, je te perds 1. J'arrive rien à faire pour le mercenaire. Ok. Ici, pareil, je ne fais rien, mais par contre, je le glace. C'est ça. Mais le souci, c'est qu'il n'a pas la férocité. Et comme de toute façon, c'était ma première attaque. Mais moi, je n'ai pas de férocité derrière, donc je ne peux pas t'attaquer derrière. Donc, à toi. À moi. J'ai 2, 4, 6, 7. 7. Et là, il va falloir que je réponde absolument. Sinon, mon mutant va... Enfin, ton mutant va complètement m'attaquer. Première attaque, ça serait celle-là. Dans tous les cas, ça fait ça. Elle part derrière. Ok. Je blinde quand même. J'ai 7, on a dit.
Alors, je prends donc l'assassin en réponse. Et... Ah, celui-là, je peux pas le prendre parce qu'il était 5e carte dans ma main. Donc, je vais prendre... Reste 3. Ouais. Sachant que ma tour de guet me bloque, en fait. Oui. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas prendre l'autre. Je vais mettre le chasseur ici. D'accord. Donc, phase d'assaut. Oui. 2. Au revoir. Est mort. Et là j'ai la férocité. Splash. Oui, c'est vrai, j'ai le splash. Faisons-le dans l'ordre. Ouais, voilà, ok. J'ai la férocité, donc je peux t'attaquer. 2. Oui. Tout à fait. Il s'en va. J'ai donc mon gardien qui t'attaque de 6. Oui. Ton mutant T'as tout cliné. Et l'assassin, pour le moment, ne fait rien. Ok. Donc à moi. Je me retrouve donc avec toutes mes unités en main. J'ai 9 de mana. J'ai pas encore réussi à t'attaquer toi personnellement. Ouais, mais ça devient compliqué quand même. Là, tu m'as fait le ménage, donc ça devient très compliqué pour moi. Je vais jouer, donc j'ai 9, j'ai dit. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? 2. Je peux pas faire de miracle en fait. Je vais poser pour 3 là. D'accord. Il me reste 6. Là, tu essayes juste d'esquiver mes coups en fait. Ouais, clairement. J'aimais bien mon petit deck de l'autre jour. J'avais tous des petits rapides à bien t'attaquer. Là, je suis beaucoup en défense dans ce deck-là. J'ai l'impression. C'est très compliqué là pour moi. J'ai rien qui peut te faire mal en fait. C'est très très compliqué. Je vais devoir... Alors, j'ai dit que j'avais 9. Donc il me restera encore 5 ici. Ouais, combien tu as? 4. Donc... 3 et 4, ça ah fait oui, non, 7. pardon, 7, oui. Excuse-moi, non, je me suis perdu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me dit? Non, tout à fait, je me suis perdu. Donc là, il te reste 2 points de mana, Ouais. si tu veux poser quelque chose. Non. En fait, il faut que je la joue autrement, excuse-moi. Comme ça. Et... comme ça. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises, ça devrait faire comme ça. Donc là, tu as la férocité. Oui, je perds que 1, mais ça ne changera pas. Et ça changera. Voilà. Ok. Moi, je... C'est compliqué pour moi, là. Est-ce que je vais essayer de tout miser ou justement... Je pose la gargouille ici. Et c'est tout ce que je fais pour ce... D'accord. Donc, phase d'attaque. Pour cet assaut. Et en phase d'attaque, mon mercenaire, attaque 2 ici. Il reste 3. Il te reste des points. Attaque 2 ici, il te reste 2 points. Oui. Oui, là il te reste 3 points et là il te reste 2 points. Oui. Sauf que le chasseur t'attaque. Oui. Il te reste 1 point. Oui. Donc il n'est pas mort. Et tu peux rien faire sur cette ligne. C'est ça. Donc lui il reste. Par contre ici il te restait 2 points. Oui. Je t'attaque. Oui. T'es complètement mort. Non, ça ne marche pas. Ah non, tu as la volée, je n'ai pas la ciblée. Tu dois attaquer l'autre derrière. J'ai pas vu. Tu attaques l'autre derrière. Donc du coup j'attaque, c'est ça. Et lui, retourne dans ta main. Voilà. J'avais pas vu que tu étais en volée. Voilà. J'aurais dû poser celui-là. Tant pis. C'est à toi de jouer. Très bien. Alors, j'ai 2, 4, 6, 7, 7 de mana. Et je vais donc essayer de commencer à cliner un peu. Toujours pas, hein. Je ne peux rien faire. C'est très embêtant, ça. Très embêtant. Ah, ton petit démon, il est bien embêtant, là. 2, 4, 5. J'ai dit j'ai 7 de mana. Ouais, 7. Ouais. Prochain tour, tu vas me faire mal. Ce mercenaire, j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est très embêtant ça. 2, 4, 5, 6. Ok, je vais la jouer comme ça. Tu sais, si je peux t'attaquer juste après, ça me dérange pas. Je vais jouer ça comme ça. T'avais combien de cartes en main? 1, 2, 3, ok. Donc là, je peux plus jouer rien d'autre d'ailleurs. Okay. Alors, je vais juste les mettre dans le bon ordre. Je vais la jouer comme ça. Ils ont tous la férocité. Donc, 2. Ok.
3, puis glacé en plus. Non, attends, c'est comme ça. Voilà, c'est très important que ce soit comme ça, parce que s'il est glacé, je passe à l'unité d'après. Et c'est pas mon intérêt, justement. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Elle est morte. Voilà. Et là, j'ai 1 ici. Je te mets 1. Ok. Tu l'esquives. Elle se répercute en haut, je te remets 1, mais ça ne changera rien. Ah oui, c'est ça. Non, j'ai cru que tu avais le perforé, et voilà. dans tous les cas, l'assassin ne changeait rien. Donc j'étais en train de voir, parce que lui, il a une petite attaque, mais une grosse défense, entre guillemets. Et ça m'arrangeait de te mettre un petit dragonnet dans les pattes. D'accord. Et j'avais 1, 2, 3, 4, 5. Comme j'avais 5 de mana, est-ce que je mets ici quelque chose ou pas? Je vais mettre... Mais il faut que je mette en réponse. Je vais mettre le fantassin ou j'attends. Non, je vais mettre le fantassin. Ok. Phase d'attaque. Je regrette déjà. Vas-y, phase d'attaque. Alors, le chasseur. 2. Il reste 3. Là, c'est bon, le jouteur rentre dans tes mains. Ok. Le fantassin ne peut pas attaquer tout de suite. Non. On reste comme ça. Le gardien. Je peux pas m'attaquer celui-là. Mais là, tu ne peux rien. Et là, je ne peux rien. J'ai pas de férocité. Oui, mais donc tu attaques la tour. Puisqu'il n'y a personne devant. Ah oui, comme tu es en vol, je t'attaque toi. Ah bah oui. Oui. Donc du coup, tu prends 6. Oui. Bah elle prends passe. 16 points. Non, 15 points, pardon. Ouais, bah là, c'est... Attends. Hop. Pas 15. 6 plus 5. 2, 3. 4. Voilà, 4. Et comme le château revient, c'est un autre... J'attaque une autre unité. Oui. Tu peux pas aller plus loin. Tu continues pas le chemin avec ton château. En fait. Ouais, d'accord. Mais comme tu viens m'éliminer en un coup, le château s'est transformé. Oui. Maintenant, tu t'attaques avec cette unité. Ah là, t'avais pas fait 6 encore? Ah ouais, là, j'ai fini 6. Ah donc, du coup, avec l'assassin, tu remets 5. Tu prends 5. 1, 2, 3, 5. 4, 5. Voilà, là, c'est fini. Voilà. C'est ça ce que j'étais en train de t'expliquer. Non, mais j'ai cru que tu avais continué et que tu avais besoin du 6 ça, plus du 5e déjà. Non, le 6 m'a fait me transformer en château. D'accord, ok. Ensuite, t'as fini avec le gardien, tu m'as attaqué avec l'assassin. Non, mais j'ai cru que tu avais besoin de 7 ou 8. Non. J'ai pas vu combien ça m'avait. Donc voilà pour cette partie. J'ai encore perdu. Je pensais que je la gagne, vu que comment j'avais été offensif au début. Je t'ai laissé traîner. Ouais, j'ai vu. Je pensais que j'allais aller à la victoire, là, mais à la fin, ouais, tu m'as bien eu. Bah en fait, j'avais un petit peu de quoi défendre unités, et de quoi attaquer. Donc, j'ai pas voulu prendre de grosses unités et au final, ça m'a joué des tours parce que j'avais rien pour bloquer à un moment donné. Dès que tu as pu poser tes grosses unités, j'étais en fait, l'avantage, c'est que j'avais pile les unités qui te répondaient. Parce que c'est pas comme si, t'avais posé le gardien et puis... mais là, des fois, ça va derrière. Alors que là, c'était mais pas là, j'étais complètement bloqué, en fait, par ces unités. Donc, bravo. Et merci. Bravo. Donc, Clash of Deck, comme tu le disais, c'est un jeu qui est plutôt rapide à jouer. Tout dépend si on est offensif ou défensif. Oui. Si on est 2 à être complètement offensif, il peut se jouer en un quart d'heure. Après, en général, ça va être autour d'une bonne grosse demi-heure quand vraiment tu laisses traîner. On n'a jamais été plus long. Après, il y a l'aide de jeu qui permet aussi de pas trop se perdre quand on n'a pas encore l'habitude des pouvoirs. J'avoue que moi j'aime bien la garder parce que c'est vrai que je suis toujours perdue à un moment donné. Lui il fait quoi? Et puis lui il vole. Et puis... Mais en fait il est déjà super complet. Donc comme on a dit, on a 16 cartes en tout. Et du coup 9 dans la main. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui permet d'avoir un petit jeu. Énormément de possibilités de faire. Ouais. C'est ça ce que j'aime bien. Moi, ça me rappelle vraiment les Magic, Hearthstone et tout. Donc, c'est vraiment très cool. Très, très cool. Donc, non, franchement, il est super chouette. J'ai hâte de voir la suite, vraiment. Les prochaines extensions, les nouvelles unités, les nouvelles mécaniques. Alors, du coup, il est c'est le premier qui est sorti. Ouais, c'est ça. On va avoir juste après le mot de l'auteur. Ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire on a fait une petite interview avec Léandre. C'est ça. C'est ça.
Et donc... qui va nous dévoiler un peu de... Voilà, il va nous dévoiler un petit peu plus. Et je pense qu'on va lui demander combien et qu'est-ce qu'il nous prévoit pour la suite. Ça, pour la suite. Parce que c'est vrai que là, j'ai vraiment hâte, en fait, de me dire, juste avec ces petits jeux-là, on aime bien, ça nous suffit, clairement. Mais il y a encore mieux derrière. Puis moi, j'adore le fait aussi de devoir le découper et tout. Enfin, moi, j'adore ça aussi. C'est trop génial c'est clair, ça fait de pouvoir faire son petit jeu. Donc, on n'a pas mis les sleeves, nous, encore. Parce qu'on sort de confinement, pareil, pas le papier est top, quoi. Enfin, c'est pas une feuille A4. Ah, mais non, mais c'est pas une feuille papier, clairement. C'est des vrais petits. Un certain grammage et tout. C'est ça. Donc, c'est cool. La petite boîte aussi à faire soi-même, faire rentrer sympa, les cartes dedans. Ouais, elle rentre bien dedans et tout. Donc les cartes ponts qui sont du coup tout va dedans. le petit tout petit plateau qu'on va mettre pour s'identifier. Et tout rentre dans ce petit... C'est ça. La tour de guet, donc on a juste à lire que si elle est au maximum, elle revient de l'autre côté. C'est ça. Enfin, tout est expliqué, tout est noté. Ce qui est génial, c'est que voilà, on se retrouve avec cette petite boîte, et cette petite boîte, vous pouvez la glisser dans un sac, dans la poche, la prendre au boulot pour faire une petite partie avec vos collègues entre midi et tout. C'est génial. Puis ça prend super vite. Attends, nous sommes Laura. Entre midi et 2. Entre midi et 2. Voilà, donc non, franchement, c'est super chouette. Bon. Et je pense que nous on a fait le tour. Ouais, on a aussi. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, comme d'habitude dans les commentaires et autres. N'hésitez pas. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller inviter Léandre pour qu'il réponde à toutes nos questions. Ouais. Je me permets, je remets un petit truc en place avant qu'on. Ouais, vas-y, amuse-toi. Okay. Allez, on lance ça. On appelle Léandre. À tout à l'heure. Bonjour Léandre, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait plaisir de te recevoir ici. Salut Léandre. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Toutes. Je vous écoute. Yes, toutes. Et nous en avons. Ouais, on en a plein. Alors, on vient de terminer une partie de Clash of Deck. Félicitations pour le vainqueur, déjà. Nous, clairement, tu nous as convaincus. Et du coup, on va te demander déjà d'où te venait cette idée. L'idée, parce que on a vu les règles, on a déjà fait le tour. Donc là, on aimerait... Comment tu as eu l'idée du jeu, quoi? C'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Et je vais répondre tout de suite. En fait, ce jeu-là, il est né d'une association de deux jeux vidéo que j'aime particulièrement, que sont Hearthstone d'un côté et Clash Royale, pardon. Je vais dire Clash of Deck, pas du tout. Clash Royale. Et donc, c'est l'association des deux. C'est un jeu de board, de prise de contrôle de board, avec les deux ponts qui délimitent vraiment la séparation des deux royaumes. Et de part et d'autre des ponts, on a deux armées qui se font face. C'est un jeu de programmation et donc voilà, l'idée c'était vraiment de retranscrire les sensations de jeu que j'aime dans Hearthstone et dans Clash Royale à travers un jeu de cartes minimaliste qui tient en très peu de choses. Et donc vous voyez, j'ai même le proto là sous la main, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais mon prototype en fait, a été basé avec les visuels et les noms des créatures de Clash Royale. Donc tout ça c'est le prototype. Toutes les cartes du jeu, en fait, ont été inspirées des cartes de Clash Royale et ils ont été redesignés ensuite pour correspondre à un autre univers. Voilà, super, parce qu'on avait du coup, on avait compris d'où venait cet univers, en fait, donc c'est top. Mais ça me permet de rebondir, parce que j'ai pas mal joué à Hearthstone. Ouais. Et donc, par rapport à une mécanique que tu n'as pas gardée, on va dire, par rapport à Hearthstone, dans Hearthstone, quand il y a un combat entre deux unités, les deux unités se tapent en même temps dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu avais testé cette mécanique? Parce que j'avoue que par habitude, quand j'ai commencé à jouer à Clash of Deck, j'essaie de réfléchir comme ça par habitude. Et je me suis vite fait avoir parce que non, c'est tour par tour. C'est ça. Et tu avais testé, toi, une variante comme ça, hein? Ouais, j'avais essayé. Je trouvais ça un petit peu plus complexe à anticiper parce qu'il fallait tenir compte à la fois de l'attaque de ces créatures, des points de vie de la créature adverse. Donc ça, actuellement, on prend en compte que ça pendant qu'on attaque. Mais là, ça aurait impliqué de faire la même chose, mais dans le sens inverse. Et ça aurait pu... je trouvais que c'est un petit peu plus lourd à gérer que juste dans un sens. Voilà. Clairement, ouais. C'est vrai que nous, les toutes premières parties, c'était au niveau de l'attaque pile sur la même ligne ou celles qui vont en dessous, celles qui vont juste derrière, etc. Mais c'est justement ce qui fait que on réfléchit à deux fois à quelle carte on va poser en fait. Ouais. C'est ça. En fait, c'est un jeu vraiment de programmation. Parce qu'en fait, ça reprend vraiment le système de Clash Royale où quand on pose une unité, ensuite, on n'a plus du tout le contrôle dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé l'unité,
elle va attaquer toute seule, elle va progresser dans la ligne en fonction des unités qui sont mortes plus tard, et en fait, l'unité va s'auto-gérer en fonction des règles du jeu. Mais c'est un jeu de temporisation, on pose la créature, ensuite elle fait sa vie, mais il faut la poser au bon moment et au bon endroit. C'est ça, ouais, bien sûr. Et puis c'est aussi, on le remarque parce qu'avec ce système de tour de guet qui se déplace de l'extrémité gauche à l'extrémité droite, il faut faire également super attention à ne pas vider sa main. Parce que après, si on arrive en main, ici, on a pu. Clairement, on en est fait, hyper, ouais, ça c'était un petit peu pour équilibrer le jeu dans le sens où on peut avoir des decks très contrôle avec des grosses créatures lourdes, mais ça nous permet de conserver beaucoup de points de vie en main. Et à contrario, d'avoir un deck plus agressif avec plein de petites créatures, façon un petit peu deck aggro en général, où là, on prend plus de risques aussi parce que les points de vie dans la main seront forcément réduits, parce que le nombre de cartes en main définit le nombre de points de vie qu'on a. Mana, et c'est ce qui s'est typiquement passé hier soir en fait. Et on a eu une partie où, c'est ça, tu avais des créatures, je me suis dit je vais me faire, mais alors manger. Alors que j'ai tout misé sur l'attaque, j'avais un maximum et tu pouvais pas répondre en fait. Je répondais, ça revenait en main, et... L'avantage, la particularité du jeu, c'est que quand on perd une créature, on regagne à la fois un point de vie et on regagne également un point de mana. En fait, c'est ce qui permet de rééquilibrer les forces à un moment donné quand un joueur prend trop l'avantage et si on perd toutes ces créatures d'un coup, au moins le tour d'après, on se retrouve avec quasiment full vie et avec tous ces points de mana disponibles, c'est-à-dire 9. Donc, ce qui nous permet de refaire un bon tour pour essayer un peu de challenger le board. Mais au bout d'un moment, si on fait que se prendre des tollés sur tollés, la différence se crée, il y a un snowball qui se fait et puis le joueur est obligé de s'incliner au bout d'un moment. C'est typiquement ce qu'on a eu sur la partie d'hier. J'ai récupéré mes unités, j'avais de nouveau 7 ou 8 mana parce que j'arrivais à en garder une sur le terrain. Ouais. Et après, comme tu peux poser que les 4, enfin, j'avais les grosses qui arrivaient, je veux dire, au niveau de mon extrémité gauche, je reposais et je posais que 2 créatures par tour, quoi. Et ça suffisait pas parce qu'elles pouvaient pas attaquer tout de suite. C'est ça, au bout d'un moment. Et en plus de ça, oui, elles peuvent pas écouter, ouais, sauf si tu as la portée. Mais si tu n'as pas la portée, effectivement, tu peux temporiser avec tes créatures pour éviter de subir des dégâts, mais au bout d'un moment, tu vas te faire déborder parce que l'autre joueur va attaquer avec ses créatures, en poser encore davantage avec le mana dont il dispose, et au bout d'un moment, tu pourras plus tenir. Tu pourras plus tenir du tout. Moi, j'ai une petite question parce que c'est quand même un jeu de cartes évolutif. Absolument. Donc, tu sais déjà quelles sont les évolutions sur les prochains qui sortent? Ouais, là, en gros, j'ai cette extension de prête. Pas designé avec les visuels, etc. Mais les prototypes sont fixés, les règles sont fixées. Donc, il y a plein de nouvelles capacités spéciales comme la dérobade, comme les bâtiments qui vont être intégrés également, les sorts qui vont être intégrés. C'est ce que tu disais avec les créatures. Voilà. Actuellement, on n'a que des créatures dans le jeu. J'ai voulu faire ce premier numéro extrêmement simple, extrêmement accessible, avec le minimum de règles, pour pas que les gens s'embrouillent dès les premières parties, et ensuite ajouter du contenu et des règles au fur et à mesure. Donc il y aura des bâtiments, il y aura des sorts, des nouvelles compétences également, des nouvelles capacités pour les créatures, et il y aura même des modes de jeu alternatifs. Il y a un mode 2 contre 2 qui est en préparation, il y a un mode solo qui est en préparation également. Ah, ça c'est chouette là. Ouais. Et moi, comme j'ai pas mal joué à Magic il y a quelques temps, on jouait beaucoup avec les dés, il n'y a pas mal que Magic qui joue avec les dés. Et est-ce que tu prévois d'éventuels goodies à côté? Parce que j'avoue que le système de dés, que ce soit pour le mana ou pour des fois la vie des personnages, pourrait être un bon indicateur. Après, bon, chacun peut acheter une boîte de dés et le faire, hein, bien entendu, mais je me suis dit peut-être des goodies designés spécifiques à Clash of Deck. C'est pas du tout l'objectif. En fait, l'objectif vraiment du jeu, c'est de proposer un jeu complet avec un dépliant format A5 en 4 volets. D'avoir la boîte, la règle de jeu, les cartes, que chaque jeu et chaque extension soit autonome, c'est-à-dire qu'on puisse jouer sans les numéros précédents et sans ajout de matériel. Ça, j'y tiens absolument. Je ne veux pas intégrer de tokens ou de dés ou autres parce que j'ai cette volonté de tout centraliser et qu'avec juste ce petit dépliant, le jeu soit complet. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, la gestion des points de vie, j'aurais très bien pu le faire avec des tokens qui se baladaient sur une jauge, simplement comme dans beaucoup de jeux. Là, le fait de me contraindre en me disant il faut que ce soit une carte
comment je fais pour matérialiser les points de vie. C'est ça qui m'a donné l'idée mécaniquement d'intégrer cette tour de guet et ce château fort qui se déplace dans la main et qui s'intègre complètement à la mécanique du jeu. Ah oui, puis là, c'est vrai qu'on voit bien où est-ce qu'on en est. Et puis l'avantage, c'est que comme elle est double face, en fait, par rapport avec le château ou la tour de guet, on le voit bien quand elle ressort au niveau de son adversaire. Ouais. On voit bien où est-ce qu'elle est. Donc c'est vrai que c'est super sympa aussi de pouvoir gérer où on est son adversaire, quoi. C'est une volonté c'est une volonté du jeu d'avoir uniquement l'information de combien il reste de points de vie à l'adversaire. Cependant, on ne voit pas non plus la main de l'adversaire, donc on ne sait pas quelle carte est-ce qu'il peut jouer. Si on est un peu attentif, on peut savoir quelle carte à peu près il ne peut pas jouer. C'est les dernières cartes qu'il a récupérées, parce qu'il faut jouer uniquement les 4 cartes à l'extrémité gauche de sa main. Et en fait, ça, c'est une mécanique qui s'est imposée d'elle-même. Ça vient de Clash Royale, où on peut jouer uniquement 4 cartes, et les cartes suivantes, on ne peut pas les jouer. D'accord. Tu avais quoi d'autre comme question, toi? Donc ouais, tu nous as parlé donc il y aurait d'autres types d'unités. Les bâtiments, je suis un peu curieux. Tu penses les intégrer comment, notamment les bâtiments? Les bâtiments, c'est des cartes comme nature, à la différence près que ce sont comment dire, des cartes particulières dans le sens où elles vont générer une value, quelque chose, soit du mana, elles vont te faire gagner plus de mana. En général, c'est des bâtiments qui ont la capacité de défenseur, donc ils ne pourront pas attaquer, ou alors ils pourront juste attaquer les créatures adverses si c'est des tours de défense, par exemple, mais ça ne pourra jamais attaquer, en tout cas un bâtiment ne pourra jamais attaquer directement le joueur. Donc c'est plutôt une manière de se défendre, les bâtiments, et une manière de créer de la value. Il y a par exemple la cabane de gobelins. La cabane de gobelins, en fait, c'est un bâtiment qui est 0,5, comme une créature, tu la poses, et à la fin de chacun de tes tours, tu la retournes, tu la fais pivoter sur elle-même et elle se transforme en gobelin. Si le gobelin se fait tuer, hop, ça redevient une cabane. Et tant que la cabane n'est pas détruite, à chaque tour, il y a un gobelin qui revient pop. Ce genre de choses. D'accord. Ça, c'est donc c'est ça aussi, c'est risqué d'attaquer parce qu'en même temps tu sais que tu vas revenir encore plus fort. C'est un espèce, en fait, avec les pour les joueurs qui jouent à Magic, à Hearthstone, pardon, j'ai beaucoup imaginé les bâtiments sous forme de râle d'agonie. Donc en fait, qui est un bâtiment et qui se transforme en une unité ou en quelque chose. Et quand cette unité ou ce quelque chose meurt, ça se retransforme en bâtiment qui régénère, s'il n'est pas détruit, quelque chose à la fin de chaque tour. Oui, d'où l'intérêt de les focus rapidement, parce que si tu les finis pas... Exactement. Et donc, il y a aussi une mécanique, une capacité spéciale de serviteur qui va entrer en jeu pour la deuxième extension, qui est l'arme de siège. L'arme de siège, c'est des créatures qui n'attaquent que les bâtiments. Donc, il sera possible de focus les bâtiments qui sont posés ou de focus directement les bâtiments que sont la tour de guet ou le château fort. C'est-à-dire une créature qui a arme de siège, même s'il y a 3 créatures adverses en face, il attaquera directement le premier bâtiment disponible. Donc, s'il n'y a pas de bâtiment... Ah oui, donc tu as tout intérêt de mettre forcément des bâtiments directement sur la table. Proche, en premier rempart, quoi. Ouais, exactement. Ah oui. Et moi, je voulais aussi parler avec toi, que tu nous parles un peu du modèle économique, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que nous, on en a parlé rapidement dans la vidéo juste avant. On a dit que ça serait soit sous forme d'abonnement, enfin, soit en allant en boutique. Comment tu fais pour réussir à gérer ce modèle économique, pour réussir à t'en sortir malgré tout, parce que le but, c'est aussi que ça continue, quoi. Clairement. Alors, le jeu en soi ne coûte quasiment rien à produire. On est sur un jeu sous un format dépliant, avec un grammage assez intéressant quand même, mais ça coûte presque rien. Je peux vous le dire en toute transparence, le jeu à produire me coûte 12 centimes par jeu. Ce qui coûte beaucoup, ce sont les illustrations, le temps de développement, de test, d'équilibrage, la mise en page, la rédaction des règles. En fait, c'est surtout un coût en temps que nécessite ce jeu-là. Le coût de matériel est quasi nul en fait. C'est pas du tout. On peut pas le comparer à un jeu de société avec une boîte et du matériel. En général, dans l'édition de jeux de société, on base le prix d'un jeu et sur
combien est-ce qu'il nous coûte à produire. Donc, un jeu qui va coûter, par exemple, 5 euros, en général, on va faire du x5 ou du x6. C'est-à-dire que le jeu dans le commerce, en prix de vente boutique conseillé, sera entre 25 et 30 euros. Ça, c'est la règle générale. On ne peut pas l'appliquer sur ce jeu-là parce que le matériel ne vaut quasiment rien. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut valoriser sur ce projet-là le travail investi en temps de l'auteur, de l'éditeur, c'est-à-dire moi. C'est pour ça que ce prix symbolique de 3 euros, il n'est pas révélateur du coût du matériel, mais il est vraiment révélateur de mettre en avant le travail de l'auteur et de l'éditeur, plus que d'acheter vraiment un matériel à part entière. Le jeu vaut 3 euros, c'est le prix de vente conseillé. Comme je disais, il est vendu sous un format très particulier parce que c'est un jeu à découper. C'est pas du tout un jeu qu'on reçoit et on déballe la boîte, etc. C'est un jeu à découper. On découpe sa boîte, on découpe ses cartes. On peut ranger ensuite les cartes dans sa boîte qu'on a fabriquée. Et ensuite, vous avez un jeu complet pour 3 euros. Et chaque extension également est autonome. Le modèle économique, je l'ai voulu un petit peu atypique comme ça parce que c'est un peu ma marque de fabrique de faire des jeux qui tiennent sur des formats papier. J'avais fait un projet l'année dernière avec Philibert où je créais un nouveau jeu chaque mois et il était imprimé en plusieurs milliers d'exemplaires et diffusé dans chacune des commandes. Et c'est un peu ma spécificité en termes de création de jeu, de réussir à faire tenir un jeu complet sur un format ultra minimaliste, en l'occurrence un format papier. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu disais, les 3 euros symboliques. C'est clairement ça, en fait. C'est que on achète ton travail, en fait. Clairement. On n'achète pas le matériel, la boîte super jolie, on achète le travail de l'auteur. Et c'est là aussi tout l'avantage que tu mets dans ton jeu, c'est que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en fait, on sait qu'on n'aura pas... Soutenir aussi aller. C'est exactement ça. Parce que c'est soutenir tout le travail. Enfin, des fois, on achète un jeu parce qu'il a de belles figurines, tout ça. Bah là, on peut aussi acheter un jeu pour ses mécaniques aussi, quoi. Ses mécaniques, son jeu. Et vraiment, c'est un peu prendre à contre-courant de ce qu'on voit des derniers gros Kickstarter où il faut aller chercher la belle figurine pour aller chercher les gens. T'es complètement à contre-courant de tout ça, quoi. Complètement. C'est pas un jeu. De toute façon, un jeu à 3 euros, honnêtement, on peut pas en vivre. C'est vraiment une activité annexe pour moi. C'est pas du tout l'objectif, c'est pas de dégager un revenu avec ou quoi. C'est vraiment de créer quelque chose qui me fasse plaisir, de le partager de façon massive et de donner l'opportunité à des gens de découvrir une autre façon de consommer du jeu sans avoir une pléthore de matériel à un prix très raisonnable. Qui puisse se jouer un petit peu n'importe où avec très peu de matos. C'est vrai que je suis pas dans la tendance, on va dire, en termes d'édition de jeu. Je suis pas du tout dans cette tendance de matériel ultra quali avec des belles figurines, des productions faites en Chine, etc. Je privilégie en général du matériel très simple, très, très épuré et ça donne ce que je sais faire de mieux. Et tu arrives à le faire fonctionner superbement, en fait. C'est ça qui est... franchement, moi, à chaque fois, je suis étonnée parce que, justement, comme tu disais, les formats papier que tu fais, ou là, par exemple, pendant le confinement, tout ce que tu as fait au print and play, etc. En fait, à chaque fois, on arrive à être surpris parce que c'est, encore une fois, un nouveau jeu, en fait. Ouais, clairement. En fait, tous les jeux que j'ai faits pendant le print and play, c'est des jeux que j'ai proposés pendant le confinement. C'est des print and play que j'avais préparé en 2019. Il y en a environ entre, je sais plus, 12 ou 13. Et tous ces jeux-là, c'est des jeux, on va dire, réels, avec un vrai matériel, avec des tuiles, avec des blocs en bois, des choses comme ça. J'ai réussi à reprendre l'idée du jeu que j'avais créé il y a maintenant quelques années, parce que tout ça, c'est des jeux que j'ai créés depuis 2011, et de les synthétiser et de les adapter à une forme très contraignante qui est juste format A5 papier. Et j'ai fait exactement la même chose avec ce jeu. À la base, je l'avais imaginé sous un autre format, avec plateau, avec des tokens, des figurines, etc. Et je l'ai réduit à sa plus brève existence, au matériel le plus essentiel. Et j'ai réussi à produire ce jeu-là, Clash of Deck.
Et petite question encore une fois pour le futur, la suite. Ouais. Tu t'es fixé, je sais pas, un nombre maximal et après tu passes à un autre jeu ou pour l'instant tu sais que tant que tu as des idées, tant que ça marche, que les gens répondent présent, tu vas continuer. Mais peut-être que tu t'es dit on fait 10 saisons et 10 mois et après on passera sur un autre jeu, peut-être sur le même système de modèle économique d'abonnement ou quoi. Mais comment c'est ta vision par rapport à ça? Alors, là, actuellement, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je l'aurais dit au cas où, j'ai 7 extensions prévues, donc 7 mois possibles. Ouais, Ça c'est ce que tu me disais, ouais. Ça représente plus ou moins 130, 140 cartes. Donc, je peux tenir jusqu'à la fin d'année 2020. Donc, ça ira de toute façon jusqu'à fin 2020. À la fin 2020, je ferai un bilan des attentes des joueurs. Est-ce qu'il y a une communauté qui s'est créée autour? Est-ce que j'ai... de mon point de vue, est-ce que le jeu est un succès ou pas? Est-ce que ça mérite que je fasse une prolongation ou pas? J'ai pas envie de continuer à pousser le projet si les joueurs répondent pas présents. Mais si, en tout cas, il y a un engouement autour de ce jeu-là et qu'il y a vraiment une communauté qui attend les extensions suivantes, carrément. Parce que je pense qu'il y a un potentiel, comme pour tous les jeux de cartes évolutifs, comme tout ce qui existe, ou même les jeux de cartes à collectionner comme Magic ou Hearthstone, il y a toujours moyen de créer des nouvelles combos, des nouvelles mécaniques, des nouveaux modes de jeu autour et de le rendre encore plus riche. Je ne sais pas si je le continuerai après 2020. Là, pour l'instant, j'ai choisi un format, une régularité qui est tous les mois. Je ne sais pas si je pourrais tenir vraiment tous les mois. Ensuite, en 2021, ça dépendra des autres projets aussi que j'ai à développer. Peut-être que ça passera sur 2 mois, après, une fois tous les 2 mois, je ne sais pas. En tout cas, ça dépendra essentiellement de l'accueil et puis du suivi des joueurs. Voilà. Oui, mais bien sûr, forcément, il faut aussi que... Actuellement, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 7 extensions de valider de juillet à décembre. Et ensuite, j'ai envie de dire, on verra bien. Eh bien, je souhaite que le public réponde présent, parce que, en fait, à partir du moment où on le découvre, on est pris dedans. Ouais, nous, on était clairement dedans. Ouais. J'aime bien en plus l'univers sur lequel tu es parti au niveau des illustres, comme on en avait déjà discuté. J'adore l'univers, quoi. Très important, je fais une petite parenthèse sur les illustrations. Les illustrations sont faites par un studio indépendant que je ne connais pas personnellement, que c'est des visuels que j'ai achetés à un studio indépendant. Et donc, les illustrateurs, je ne pourrais pas vous les citer, mais en tout cas, ils seront crédités sur le jeu. Non, mais en tout cas, l'univers est chouette, tout. Pour terminer, on rappelle, si on veut Clash of Deck, comment on fait? Si on veut Clash of Deck, pour l'instant, il y a une seule option actuellement. C'est par ma page Tipeee. Actuellement, je suis en pourparlers avec des boutiques de jeux. Donc, je ne sais pas encore quel modèle économique ça va être. Mais en tout cas, le jeu sera obligatoirement en boutique. Je ne sais pas dans combien de boutiques le jeu sera. Il y aura certainement une liste qui sera mise à disposition sur la page gramedition.fr, le site même sur la page Facebook, ça sera mis en ligne. Mais en tout cas, pour l'instant, sur Tipeee, c'est sûr. Ceux qui pledgent sur le mois de mai, ce sera ils recevront directement l'exemplaire du jeu numéro 1 en juin. Et ensuite, le jeu sera en boutique au mois de juin dans un certain nombre de boutiques qui auront accepté le concept et qui seront emballées par l'idée de vendre le jeu. Super. Tiens, juste dernière petite question. Si dans 3 mois je commande, est-ce que j'ai toujours la possibilité, s'il te reste des stocks, de commander le 1 et le 2? Très bonne question, carrément. Je pense que jusqu'à l'écoulement du stock, en fait, tout dépend encore de la demande. Si je constate qu'il y a une grosse demande des joueurs, il y aura un reprint. Comme je te disais, l'idée, c'est que c'est un jeu qui coûte presque rien à produire. Pour te donner un ordre d'idée, si j'en imprime 2500, ça me coûte moins de 300 €. C'est une crotte de nez dans l'édition de jeu. C'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est le risque financier pour moi, il n'existe pas. Le risque, c'est simplement juste dépenser énormément de temps pour que ça capote. Mais honnêtement, je suis assez confiant. Donc honnêtement, je pense que s'il y a à un moment donné une rupture de stock sur des numéros, le numéro 1 par exemple, ou le numéro 4 ou le numéro 3 ou plusieurs, peu importe, je pense qu'il y aura un restock, il y aura un reprint de fait. Bon, c'est chouette. Ouais, forcément. Moi, j'ai fait le tour. Du coup, vous avez répondu à tout moi ce que je me posais, il n'y a pas de souci. Je rebondis sur Léandre, j'ai envie de t'appeler l'auteur minimaliste. Parce qu'en fait, minimaliste dans tes concepts, mais pas du tout dans tes idées.
Et du coup, je suis très contente d'avoir pu discuter avec toi. D'avoir pu échanger avec toi, et puis j'espère que les gens seront contents de notre petite interview et que tu auras pu leur faire découvrir aussi ton petit univers. Ça mérite vraiment qu'on en parle en tout cas. Il faut qu'on en parle. Allez, on pousse. C'est aussi ça, soutenir. C'est ça. Ça, il faut le pousser. C'est ça aussi. Il faut soutenir les jeux qui n'ont pas les mêmes moyens comme les grosses armadas, et c'est important parce que les idées sont là, le jeu fonctionne nickel. Enfin, ça serait dommage qu'il passe comme ça. Écoute, on va faire au mieux. En tout cas, moi, j'essaie de communiquer du mieux que je peux dans mon réseau. Comme je disais, j'ai une page Facebook. Donc, pour ceux qui voudraient suivre un petit peu l'avancée, on mettra le lien. Et puis faire un petit peu teaser des extensions à venir, ils peuvent me rejoindre sur la page Facebook. Et puis voilà, simplement, on va essayer de faire de ce projet quelque chose de durable et qui fonctionne bien. Puis allez-y, quoi. 3 €, c'est bon. Franchement, allez-y, c'est rien. Allez-y, quoi. 3 €, c'est bon. C'est même pas le prix d'un booster, quoi. Allez-y. Non, clairement pas. Voilà, c'est pas le prix d'un booster Magic. C'est-à-dire que si vous savez le nombre d'heures que j'ai passé sur le développement du jeu, les compétences de tous les persos, les modes de jeu, la création graphique avec mon frère qui gère tout ce qui est côté mise en page, vous vous rendez vite compte que 3 €, c'est vraiment un prix symbolique, clairement. Oui, bien sûr, c'est clairement, comme tu dis, symbolique. Cas, cool. Parce que justement, c'est tout le travail que tu as fourni en amont qui ne se montre pas, entre guillemets, sur un petit jeu, mais qui, une fois qu'on le joue, on comprend. On voit vraiment. Parce que ça aurait pu être un gros jeu. J'aurais pu l'éditer sous une forme classique, dans une boîte en solide, en cloche, format cloche, avec 140, 150 cartes. Et puis le balancer dans le réseau boutique ou le faire financer par Kickstarter. Mais j'aurais certainement peut-être même touché plus de monde immédiatement. Mais ce que j'avais envie, c'est d'avoir un jeu qui me corresponde en tant que matériel. C'est-à-dire vraiment continuer sur cette lancée de jeu presque print and play, sauf que c'est déjà printé. Il y a juste à découper. Et puis je t'avoue, moi, le regard que je m'en suis fait, c'est aussi, des fois, tu as des gens, ils rentrent en boutique, ils ne savent pas quoi choisir, et ils vont acheter un jeu à 40 balles, et puis ils vont rentrer, ils vont le tester, ils sont déçus. Là, ils ne prennent pas trop de risques, comme tu l'expliquais, 3 €. Ils peuvent le prendre en plus, ils aiment, ils adhèrent au concept, au jeu, et puis ils enchaînent. C'est ça, c'est pas un gros risque non plus pour quelqu'un qui connaît pas l'univers et qui dit je vais tenter. Ouais, je suis d'accord, c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que on peut juste prendre un numéro, d'ailleurs on peut prendre n'importe lequel, comme je disais, c'est des extensions autonomes, on peut prendre n'importe lequel, l'essayer, et si ça nous plaît, on peut en acheter d'autres, des extensions à venir, ou dépasser s'il reste du stock. Et en fait, ça me fait penser un peu, tu sais, à ces chewing-gums qui sont posés à côté de la caisse dans les supermarchés. Tout à fait. Où les gens c'est le petit plus de fin d'achat. J'allais te demander quand est-ce qu'on les retrouve chez les buralistes aussi. Mais franchement, ça pourrait, en vrai, on pourrait le retrouver dans les librairies parce que ça pourrait être. En fait, j'ai prévu déjà un présentoir pour les boutiques éventuellement, pour celles qui voudraient s'engager. Et donc, en fait, ça serait posé sur un comptoir. Hop, on regarde ce que c'est. C'est un petit 3 €, peu de risque, ça peut être sympa. C'est joli. L'avantage du jeu aussi, c'est qu'on peut voir tout le matériel. Comme c'est un dépliant, c'est pas une boîte fermée, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir, on peut voir les règles, on peut lire les règles directement, on peut voir le dos et la face des cartes, on peut voir la boîte. Il y a tout qui est visible. Il n'y a rien qui est caché dans ce jeu-là. Finalement, la seule surprise que tu vas accorder, c'est le gameplay qu'on va voir à la maison. C'est ça. Exactement. Que, moi, le côté découpe et tout, pour moi, c'est clairement aussi un argument de vente. Ça peut être un défaut s'il y en a qui ne sont pas manuels, mais moi, je le prends comme un argument parce que ça permet aussi de passer par une petite phase sympa. Si tu joues avec des enfants en famille, on découpe, machin avant. Enfin, c'est aussi ce côté-là. Tu as un moment de partage où on va créer les cartes, parce que on ne les crée pas, mais d'une façon, c'est toi qui crée ton matos. C'est ça que j'aime bien. Il y a des études qui avaient été faites sur les meubles Ikea. Les gens qui achetaient des meubles Ikea accordaient beaucoup plus d'importance et étaient beaucoup plus attachés à leurs meubles Ikea qu'à leurs meubles ce qu'ils avaient fait eux-mêmes. Parce qu'ils les avaient fabriqués, ils les avaient assemblés, remis ils avaient attaché un moment, une émotion, un partage avec éventuellement quelqu'un autour de la
construction, de l'assemblage de ce meuble. Et autour du print and play en général ou de jeux à découper comme celui-ci, ça peut être exactement la même chose. D'autant que là, on est sur un format carte avec uniquement des lignes droites à couper. C'est extrêmement simple, c'est-à-dire que ça va juste tout droit, il n'y a pas des arrondis, il n'y a pas de coins, il n'y a pas de format spécifique. C'est quand même si on a, je pense, à partir du moyenne section de maternelle, je pense qu'on a les compétences pour le couper. On testera avec notre plus petit, parce que clairement, pour le prochain, on sait que nous, on l'aura. D'ailleurs, j'ai plus l'âge, on l'a dit, mais l'âge... C'est 8 ans, c'est ça ? C'est ça. Là, ce que vous avez actuellement sous les yeux, c'est encore une version, on va dire, pré-presse. Il y a quelques ajustements au niveau des règles, notamment sur la compréhension de la règle qui va être un petit peu modifiée. Et il y aura également un code barre sur le produit et des petits détails un peu techniques. Mais globalement, c'est quasiment le jeu fini là, que vous avez. D'accord. Nous, ce qu'on vient de montrer sur notre partie, ça sera la même chose pour les personnes chez eux. Carrément. Eh bien, écoute, je te remercie. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. N'hésitez pas à me réinviter pour l'épisode numéro 2, pour l'extension. Je serai présent. Il n'y a pas de souci. Clairement, on répondra présent en tout cas. Et puis, un jour, tu viendras à la maison et puis je t'affronte. Mais carrément. Par contre, je risque de gagner, parce que forcément. J'espère bien que tu gagnes. Je n'en peux plus qu'elle gagne. J'espère. Des parties solo, en fait, je joue contre moi-même en général. Et c'est rigolo parce que, ça, petite anecdote, je ne sais pas encore si ça sera intéressant pour les auditeurs, mais jouer contre soi quand on est auteur, c'est intéressant, ça permet de voir comment ça fonctionne. Mais j'ai un type de jeu, j'ai une façon de jouer qui est très agressive dans ce jeu-là. Et c'est rigolo parce que j'ai des retours de joueurs qui sont très défensifs et qui m'ont dit oui, les parties durent quand même un petit peu, quand même, on a mis bien une demi-heure à finir la partie. C'est ce que je me suis dit hier. Je me suis dit ça parce que tu écris un quart d'heure sur la règle. Ouais. Parce que tu étais parti sur du défensif. C'est ça. Et justement, ça va être modifié là prochainement dans les règles. Je ne vais plus noter un quart d'heure, je pense que je vais faire une fourchette un peu plus large parce que j'ai eu ce retour de joueurs 30 minutes. De défensifs. Parce qu'effectivement, il y a des joueurs qui m'ont dit ouais, ça dure 30, 40 minutes. Tu avais dit 15 minutes, t'exagères, il y a un truc que je n'ai pas compris ou quoi. Et en fait, non, c'est parce que moi contre moi-même, je joue agressif. C'est-à-dire que dès que je vois une faille sur une ligne, j'essaie vraiment de forcer. Sans essayer de contrer forcément la ligne où je me fais agresser, en me disant que de toute façon, je peux un peu encaisser des dégâts parce que quand je perds mes unités, elles vont me régénérer et du coup, j'ai une position plutôt agressif-agressif, ce qui raccourcit la durée de partie. Mais effectivement, s'il y a 2 joueurs ultra défensifs, la partie La partie fait un quart d'heure. On est comme ça. mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme sur tous les jeux de cartes défensifs. Si tu as un défenseur contre un défenseur, forcément, ça va se jouer à l'épuisement au bout d'un moment. Donc, ça va se jouer à celui qui va réussir à faire le plus de value, le plus de bons trades, de bons, comment on appelle ça, de tuer le plus de créatures sans s'en perdre. Et au bout d'un moment, il y a une différence qui va se créer sur le terrain et il va prendre l'avantage. Et ça va snowball, il va y avoir un effet cascade jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à la victoire du joueur. Eh bien, du coup, je te salue. Je close cette petite discussion super agréable. Ouais, merci beaucoup. C'était très sympa. Et puis, je te dis à très bientôt. Ouais. À bientôt. On te souhaite de la réussite. Et c'est maintenant vous que je salue. J'espère que ce tour de Clash of Deck aura été assez complet pour que vous vous y intéressiez. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou en live si ça vous dit sur Twitch. Et si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt. En attendant, amusez-vous bien. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, clic, clic.